Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la difficulté des langues, des critères de difficulté que vous allez pouvoir analyser pour vous rendre compte de si votre langue cible est plus ou moins difficile sur certains points et comment vous améliorer dessus. Alors pour rappel, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement une langue qui est dans l'absolu plus difficile qu'une autre. Donc toutes les langues du monde sont plus ou moins difficiles sur certains points et je dirais que cette difficulté s'équilibre, sauf évidemment des langues qui ont été construites, qui ont été conçues de toutes pièces pour être faciles, comme l'espéranto ou le tokipona par exemple, et que la difficulté repose selon moi moins sur la langue elle-même que sur, d'une part, la motivation, c'est-à-dire est-ce que vous avez suffisamment l'envie de revenir sur cette langue chaque jour, l'envie de toujours l'apprendre, de toujours vous y remettre, et comme ça, petit à petit, vous allez vous construire un super niveau. Pour moi, c'est vraiment plus là-dessus, et dans un second temps, il y a la méthode, c'est-à-dire si vous ne savez pas vraiment comment apprendre une langue, vous ne saurez pas vraiment comment les apprendre toutes de manière générale. Et donc toutes les langues seront relativement difficiles. Alors que si vous savez exactement quoi faire pour apprendre une langue, eh bien forcément ça va faciliter considérablement votre apprentissage. Alors, cela étant dit, je trouve que par comparaison, il y a des choses qui peuvent être plus difficiles que d'autres. J'insiste sur la comparaison parce qu'encore une fois, la difficulté est pour moi relative plutôt qu'absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où vous allez par exemple avoir appris plusieurs langues, ce sera plus simple, et surtout si vous connaissez une langue proche de celle que vous voulez apprendre, ce sera encore plus facile. Et c'est pour ça que je dis souvent que juger de la difficulté d'une langue dans l'absolu, ça n'a absolument aucun sens. Donc ces critères, il faut les prendre comme un outil pour analyser une langue, pour savoir avant toute chose, faut quand même connaître un petit peu la langue pour pouvoir l'analyser un peu, et comme ça vous saurez quels sont les points qui vont vous poser problème et sur lesquels vous allez faire porter tous vos efforts. Sachant que, encore une fois, c'est super important de rappeler que même si une langue vous paraît dure, vous en fichez, c'est vos envies, vos besoins avant tout, et qu'il ne faut pas renoncer à apprendre une langue parce que vous pensez qu'elle est difficile. Alors, je vais vous donner les 5 critères. Le premier, c'est l'orthographe. L'orthographe, c'est quoi? C'est finalement simplement la correspondance entre l'écrit et l'oral. Est-ce que quand vous écrivez une langue, ce que vous retranscrivez sur le papier ou sur un écran, c'est proche de l'oral. C'est pour ça qu'on peut dire par exemple que le français est quand même plus difficile que l'italien, une langue très proche au niveau de l'orthographe, parce que il y a plus de manières de retranscrire un son en français qu'en italien, et parfois l'écriture avec plein de lettres muettes en français ne donne pas vraiment énormément d'indications sur la prononciation. Et c'est pour ça également que je trouve l'anglais assez difficile sur ce point. La légende veut que l'anglais sera la langue la plus facile du monde, c'est absolument faux. Et l'anglais, du point de vue de l'écriture, de l'orthographe, est très compliqué. Donc ça vaut surtout pour l'alphabet latin, parce que à partir du moment où on change d'alphabet, se rajoute une difficulté supplémentaire, qui est l'écriture. Parce que forcément, c'est plus facile d'apprendre à écrire en turc par exemple, parce que il s'agit quand même de l'alphabet latin, même très modifié, plutôt qu'en alphabet arabe, en alphabet, dans les alphasyllabaires en Inde, l'écriture chinoise, japonaise, etc. Donc, ça va dépendre encore une fois du système, parce que il peut y avoir des systèmes qui sont assez simples d'accès. Donc un alphabet comme l'alphabet grec, je le connais pas très bien, mais a priori c'est quand même pas très compliqué. Une fois qu'on connaît à peu près comment ça marche, on connaît les lettres. Donc c'est très proche de l'alphabet latin, parce que l'alphabet latin vient plus ou moins directement de l'alphabet grec. Alors que à l'inverse, si vous avez appris le chinois ou le japonais, vous savez que à partir du moment où il y a des milliers de caractères à connaître pour avoir un niveau solide, ça demande forcément beaucoup plus de travail. Enfin, c'est sûr qu'au niveau de l'écriture, il faut beaucoup plus de temps pour dompter le chinois plutôt que l'espagnol. Et encore une fois, si vous avez un système d'écriture syllabaire, alphabet, etc., il se pose aussi le problème de l'orthographe. Est-ce que l'écriture permet de retranscrire fidèlement la prononciation? Et si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est plus difficile que dans un système où où tout se prononce et à chaque graphie correspond une prononciation. Voilà, donc il y a ces aspects de l'écriture, et maintenant on arrive au troisième point. On a beaucoup parlé de prononciation, et c'est vrai que c'est un sacré morceau. Donc pour la prononciation, le premier aspect c'est la phonétique. Est-ce que votre langue cible
a des sons qui n'existent pas en français? Et si oui, combien? C'est pour ça que par exemple, encore une fois, l'anglais est pas si facile que ça, parce qu'il y a plusieurs sons, il y en a même pas mal qui n'existent pas en français. Il faut les apprendre, il faut apprendre à les prononcer, il faut apprendre à les distinguer quand vous les entendez. Ensuite, il y a plein d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte, plein d'autres mécanismes qui vont être plus ou moins prévisibles. Donc encore une fois, la prévisibilité, ça fait partie de la facilité d'une langue, alors que si c'est imprévisible, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, il faut un peu tout apprendre au cas par cas. Donc ça peut être par exemple l'accentuation. Est-ce qu'il y a des syllabes accentuées, un accent tonique? Et où se place-t-il? Par exemple en finnois, il est toujours sur la première syllabe d'un mot, c'est facile. En italien, il est généralement sur l'avant-dernière syllabe, mais pas toujours, et donc on peut se tromper. Ou alors même, il y a des langues comme le russe où la position de l'accent tonique va modifier la prononciation du mot. Donc ça, encore une fois, on voit une gradation entre ces trois langues dans la difficulté au niveau de l'accentuation. Après, il peut y avoir d'autres choses, comme par exemple le système tonal. Par exemple, en chinois, il va y avoir 4 tons, enfin en chinois mandarin pour être plus précis, alors qu'en chinois cantonais, en cantonais, il va y avoir 9 tons. Donc on peut a priori partir du principe que sur ce point, le cantonais est plus compliqué que le mandarin. Donc ça peut être aussi, je sais pas, les accents de hauteur. Il y a des langues avec les hauteurs de son, comme on appelle ça, comme par exemple le suédois ou le japonais. Donc connaître tout, à la fois la phonétique et toutes ces spécificités de prononciation et voir si c'est facile de les deviner ou pas. Donc ensuite on arrive au 4e point qui est la grammaire. Et là forcément la grammaire c'est difficile de vous en parler comme d'un point uni, parce que la grammaire ça peut être plein de choses et c'est quand même difficile et presque à la limite de la malhonnêteté intellectuelle de dire la grammaire est facile ou difficile. Ça peut être plein de choses qu'on va voir. Ça peut être par exemple les genres grammaticaux. Est-ce qu'il y a pas de genre? Par exemple en finnois il n'y a pas de genres grammaticaux, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. Ou est-ce que il y en a 2 comme en français, en italien, en espagnol? Ou est-ce que par exemple il y en a 3 comme en allemand? Donc forcément ça va faire plus de choses à apprendre et plus de risques de confusion, sachant que les genres ne sont pas toujours... c'est pas basé sur des choses rationnelles. Enfin, par exemple en français on dit la table, en allemand der Tisch, le table, alors que bon, de base la table n'est pas un objet spécialement sexué. Alors ça peut être aussi les déclinaisons, parce que ça fait beaucoup peur aux francophones, parce qu'en français il n'y a pas de déclinaison, enfin il n'y en a plus, parce qu'il y a eu des déclinaisons par le passé en français, et ça peut être basé sur le nombre de cas. Par exemple en allemand il y a 4 cas, et l'allemand ne me fait plus vraiment peur personnellement au niveau des déclinaisons depuis que j'ai fait du finnois, où il y a en tout 15 cas, qui ne sont pas tous utilisés couramment, mais ça fait un sacré paquet, et c'est impressionnant la première fois. Ensuite, ça peut être l'influence sur le mot. Alors, en gros, est-ce que quand un mot est décliné, il va beaucoup changer? Alors, en allemand, il n'y a pas vraiment beaucoup d'influence, hein, c'est surtout sur les articles, alors que par exemple, en finnois, c'est un casse-tête parce qu'il y a ce qu'on appelle l'alternance consonantique, c'est-à-dire qu'il y a des consonnes à l'intérieur du mot qui vont changer, ce qui fait que les déclinaisons vont faire qu'un mot peut apparaître sous de très nombreuses formes différentes dans une phrase, et ça peut être difficile de se dire « Ah bah oui, c'est ce mot à tel cas ». Ou encore, est-ce que c'est la structure de la phrase, la manière dont on construit le discours? Par exemple, est-ce que c'est une langue sujet, verbe, objet comme en français, ou est-ce que c'est totalement différent? Par exemple, il y a pas mal de gens qui sont effrayés par le fait de parfois mettre le verbe à la fin en allemand, parce que ça casse complètement la structure qu'on avait en tête pour le français. Ou alors même pour le japonais, j'avoue que parfois il m'a été difficile d'apprendre à former mes propres phrases, parce qu'il faut quasiment les faire à l'envers par rapport au français, donc il faut reconfigurer son cerveau pour pouvoir penser rapidement dans cet ordre des mots. Ou alors ça peut être la conjugaison. Combien y a-t-il de temps? Parce qu'en français il y a passé, présent, futur. Il y a des langues où il y a présent et futur et juste passé, sachant que le présent et le futur sont en un seul bloc, comme le finnois ou le japonais. Il y a beaucoup de modes, par exemple comme l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, ce qui rajoute forcément de la complexité. Est-ce qu'il y a beaucoup de désinences, c'est-à-dire les terminaisons qu'on va avoir à la fin des mots? Par exemple en anglais c'est juste un S à la 3e personne du singulier, alors qu'en français c'est plus compliqué. Et d'ailleurs c'est ce qui me fait dire que les langues latines, enfin en tout cas l'italien que je connais bien, c'est pas forcément si facile qu'on le dit, parce que la conjugaison est quand même assez complexe.
Et voilà, donc tous ces éléments de la grammaire avec forcément leur spécificité propre et surtout la régularité. Encore une fois, on revient à l'idée de prévisibilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des exceptions? Parce que je sais que comme moi, vous devez détester quand un prof vous dit alors ça c'est la règle et ça c'est les 10 exceptions. Donc forcément, plus il y aura d'exceptions à des règles, plus ça va être complexe. Ensuite, cinquième et dernier point, la richesse du vocabulaire. Alors ça c'est quelque chose qui m'est venu plus tard dans ma réflexion parce que j'ai fini par m'en rendre compte avec la pratique. Et je me suis rendu compte que en fonction des langues, il peut y avoir plus ou moins de mots qui peuvent exprimer une idée. Donc dans une langue où les mots peuvent exprimer beaucoup de choses différentes, il en faut assez peu finalement pour pouvoir dire beaucoup de choses. Alors qu'à l'inverse, il y a des langues très précises et donc pour pouvoir donner des nuances, il faut connaître beaucoup plus de mots. Je me suis rendu compte de ça surtout pour le japonais parce que parfois je veux dire un truc et je donne un mot et on me dit « Ah non, c'est pas ce mot-là qu'il faut utiliser, c'est celui-là ». Et ça fait que y a beaucoup plus de vocabulaire à apprendre. Déjà qu'apprendre son vocabulaire, c'est tout un travail. Si en plus il faut en rajouter, c'est pas simple. Et au sujet du vocabulaire, je rajouterai un dernier critère, c'est est-ce que les mots se ressemblent? Est-ce qu'ils sont assez distincts? Parce que là, je reviens sur le japonais. Moi, personnellement, j'ai eu parfois pas mal de difficultés, et encore toujours à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, surtout les mots d'origine chinoise. Et voilà, j'avais noté deux, trois exemples, comme Joho qui veut dire information, Jokyo qui veut dire situation, Joken qui veut dire condition. Sachant qu'en plus, pour tous ces mots-là, il y a des mots homophones, c'est-à-dire qu'ils se prononcent exactement de la même façon, mais ils s'écrivent totalement différemment et ils veulent dire totalement autre chose. Donc je ne vous raconte pas à quel point ça peut rendre fou. Voilà, donc ça c'était les 5 critères, c'est-à-dire le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, l'écriture, l'orthographe. Et donc comme ça vous pouvez voir une langue et vous pouvez vous dire ça va être facile, ça va être difficile. Et surtout réfléchir toujours de manière relative. Pour moi il n'y a pas de langue avec une difficulté absolue, c'est toujours par rapport à des choses que vous connaissez. Parce que par exemple, j'entends souvent dire que vu que l'Estonie est pas mal à la mode pour quelques raisons, tout le monde qui dit « Ah mais l'estonien c'est une langue impossible ». Moi j'ai appris le finnois. J'ai fait un tout petit peu d'estonien, j'ai pas trouvé ça facile pour autant, mais disons que c'est pas aussi bizarre et impossible que pour d'autres personnes. Ou alors, je suppose que si vous avez une très bonne connaissance de l'écriture chinoise, l'écriture japonaise, qui est quand même un sacré défi, ce sera plus facile. Bon, forcément, ça c'est deux langues très différentes, mais vous avez déjà une base d'écriture qui est la même. Donc toujours réfléchir en ces termes, et je reviens dessus parce que c'est super important. Ce n'est pas parce qu'une langue vous paraît difficile ou est réputée difficile qu'il ne faut pas l'apprendre au profit d'une autre langue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit est-ce que je devrais apprendre telle ou telle langue? Je sais que celle-là elle me fait vraiment envie, mais elle est réputée très difficile. Est-ce que je devrais pas commencer par une autre qui m'intéresse moins, mais qui est réputée plus facile? Allez toujours vers la plus difficile, pas vers la plus difficile, mais celle qui vous plaît le plus, quitte à ce qu'elle soit plus difficile. Parce que sinon, vous n'aurez jamais la motivation d'apprendre une langue juste parce qu'elle est réputée facile, honnêtement. Moi, je pourrais pas et je pense que n'importe quel être humain normalement constitué pourrait pas non plus. Donc, cette vidéo est pas faite pour vous décourager par rapport à une langue, mais simplement pour vous donner une vision, des lunettes pour analyser une langue et vous dire bon, ça c'est facile, ça va pas trop me poser de problème, ça c'est plus difficile, je vais devoir plus mettre l'accent dessus quand je travaillerai dessus. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres critères pour la difficulté des langues, si y a des langues qui vous paraissent plus ou moins difficiles, pour quelles raisons, et comment vous avez pu surmonter ça. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne et donc laisser un pouce si ça vous a plu. Et annonce importante, vu qu'on arrive vraiment à la période des grandes vacances et que je sais que pas mal de gens vont partir, je vais faire une promotion flash sur toutes mes formations. Ce sera ce vendredi 12 juillet, donc seulement pendant une journée. Donc si vous avez des formations à moi qui vous intéressent, que vous avez soit envie de compléter votre collection, soit que vous hésitiez à franchir le pas parce que c'était pas dans vos moyens, je vous invite à vous rendre sur la page des formations. Vous avez le lien en bas dans la description. Vous pouvez regarder ce qui vous intéresse, me contacter personnellement si vous voulez pour que je vous conseille, et comme ça vous pourrez partir sur la solution la plus adaptée à vos besoins. Voilà, je vous laisse regarder la page et on se donne donc rendez-vous le 12 juillet pour la promotion. En attendant, je vous dis à très bientôt, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!